Criquet, que se passe-t-il là-haut à la fournaise? On entend plat et en même temps on entend boum. Criquet. La dernière fois, monsieur le foie, la banque son foie avec un grain de sel. Et dans ce temps-là, dans l'imaginaire créole, dans l'imaginaire du peuple réunionnais, il est resté une image de Madame des Bassins, c'est celle de l'esclavagiste sans pitié. Un jour, Madame des Bassins est morte. Là-haut, au piton de la fournaise, Grand Diable était réjoui de retrouver celle qui allait devenir son esclave. Grand Diable avait déjà préparé son chabouk. Et souvent, on entend ces coups de chabouk. On entend plat et en même temps on entend boum. Eh bien, le diable dit à Madame des Bassins, « Chauffez, Madame des Bassins, chauffez !» Et à chaque fois qu'il dit « chauffer », il donne à Madame des Bassins un coup de chabouk. Mais cette chaleur, elle fait déborder le piton. Et les laves coulent, et les laves coulent. Mais dit-on, les laves qui jaillissent du cratère, en fait, ne sont pas des laves. Ce sont des flammes que le diable essaie d'envoyer vers le ciel pour brûler le bon Dieu. Et jamais, finalement, il n'a réussi. Parce que le bon Dieu est trop haut pour lui. Ces flammes retombent tout autour du cratère, dans l'enclos, et descendent petit à petit vers la mer. Et pendant ce temps-là, Madame des Bassins continue à chauffer et à recevoir les coups de chabouk. Le 5 janvier 2002, à nouveau, le piton de la Fournaise gronde. Ce volcan vieux de 500 000 ans est toujours en activité. Il y a bien longtemps que la Fournaise attire les passionnés du monde entier. François Vautier, conservateur de la bibliothèque de Saint-Denis de la Réunion et bibliophile. Il possède les œuvres des premiers explorateurs du piton de la Fournaise. Voilà. Alors, toute la Réunion vient du volcan, puisque, on le sait bien, la Réunion maintenant est un point chaud, quoi, est une émergence d'un point chaud. Sur le volcan, surtout, le livre qu'il faut avoir sur le volcan de la Réunion, bien qu'il soit un peu vieux, il a été écrit par Alfred Lacroix, secrétaire perpétuel de l'Académie française à l'époque, et il date de 1936. C'est une somme, un ouvrage extraordinaire où l'on parle de tous les explorateurs tels Bory de Saint-Vincent, tels Dolomieu, tels Maillard, tels Faujas, enfin, tous les noms des cratères qu'on attribue maintenant aux cratères se retrouvent, leur récit est dans le Lacroix. Et donc, voilà la fameuse œuvre de Bory de Saint-Vincent. Alors, cet atlas de Bory de Saint-Vincent est une merveille sur le volcan, parce que vous avez, dans l'édition originale, vous avez des gravures sur le volcan de toute beauté, avec les laves basaltiques, vous voyez. Voilà, vue de la plaine des Sables, prise de l'enclos du volcan, vous voyez. Quand la Réunion se peuple tardivement au XVIIe siècle, le volcan inspire la terreur, surtout auprès des esclaves. On en reste résolument écarté. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'aventuriers et savants osent partir à l'assaut de la montagne. Ici, le sommet croqué par Bory de Saint-Vincent en 1801. Il y fut témoin d'une éruption qu'il raconte. À nos pieds, du fond d'un abîme elliptique immense qui s'enfonce comme un entonnoir, jaillissent deux gerbes continues. Elles s'entrechoquent, elles brillent d'une lumière sanglante
malgré l'éclat du soleil que ne tempérait aucun nuage. Je venais d'apprendre la mort du célèbre Dolomieu. Alors, je donnai son nom au cratère dont nous considérions le travail. Encore aujourd'hui, de nombreux passionnés reprennent ces traces. Le docteur Carteau en fait partie. Il est généticien, mais il ne rate pas une éruption. En janvier dernier, il a passé plusieurs nuits sur le site. L'année dernière, ça faisait 200 ans que Bory de Saint-Vincent est monté au volcan. Et quand il est monté au volcan, il est parti du bas, il est remonté sur cette coulée, et il est monté jusqu'au sommet du volcan. Ils sont partis un mois avec des difficultés extraordinaires. Les porteurs avaient des chaussures qui étaient faites en sacs de jute. Ils avaient des flasques d'eau, mais très rapidement, l'eau, ils l'ont bu. Et il fallait qu'ils recherchent des sources, notamment dans l'anfractuosité des roches. C'était vraiment une expédition, mais colossale. Au départ, le volcan est un cône parfait. Puis, à chaque éruption, les réserves de magma du cratère se vident. La surface, alors, peut s'effondrer en forme de cuvette, la caldeira, chaudière en portugais. La caldeira de la Fournaise est devenue l'enclos Fouquet. Il a 4500 ans, mesure 10 km de diamètre et s'ouvre vers la mer. C'est un peu le bavoir du volcan, un toboggan noir qui dirige les flots de lave vers l'océan. Aucune construction, aucune âme qui vive. Tous les ans, on peut être sûr d'y admirer une coulée, un véritable record du monde. En émergent les sommets, le Bory à 2632 mètres et le Dolomieu à 2366 mètres. Au pas de Bellecombe, la falaise fait 200 mètres de haut. Plus bas, au-dessus de Bourg-Murat, c'est la plaine des Sables. On y suit jusqu'à la mer la trace des anciennes coulées refroidies, comme autant de rivières de sable noir. Sous la sécheresse et le vent, le sable reste désert. Une fois tous les 2 ans en moyenne, à nouveau, le magma grouille sous la montagne. À 1 kilomètre sous terre, la chambre se remplit, la surface du sol se bombe. Puis, la lave se ferait un chemin à travers les fissures. Là, c'est la surprise. Contrairement aux images d'enfants, le volcan ne crache pas forcément au cratère principal. Les fissures peuvent apparaître à flanc de montagne ou même hors enclos. Jaillit des cratères, la lave forme ses propres berges entre lesquelles la rivière de feu coule parfois à grande vitesse. Une quarantaine de stations géophysiques équipées de capteurs, de micro-ordinateurs, d'émetteurs radio donnent en permanence l'état de santé du volcan. Quand une éruption se dessine, les géologues arrivent sur le site. S'il est simple de prévoir l'approche d'une éruption, bien plus difficile est d'en prévoir la durée et l'intensité. Et puis, l'éruption déclenchée, l'approche du volcan devient difficile. Quant au réseau de mesure, il est inopérant. La prévision de la suite va dépendre de l'analyse de la qualité des laves. C'est mouillé aussi à l'intérieur. Ça fait Pour l'instant, elle se déroule comme une éruption classique dans l'enclos, avec des coulées qui ont franchi rapidement les zones à forte pente. Là, elles ont atteint maintenant la plaine des Osmondes où nous nous trouvons, et la coulée a ralenti, commence à s'étaler largement et progresse beaucoup moins vite.
Ça, c'est notre pelle. Bon, c'est très simple. Hein, Sur le volcan, cet homme surveille en permanence les microséismes qui agitent la chambre de magma. Thomas Staudacher est autrichien. Il dirige l'observatoire de la fournaise, devenu un des plus performants du monde. Voilà, ça c'est notre combinaison d'anti-chaleur. Bon, c'est du coton. En fait, c'est une combinaison de Formule 1. En 1992, l'Union européenne a désigné la fournaise comme volcan laboratoire. La Réunion est encore en cours de formation parce qu'il y a encore un volcan actif. D'abord, ça commence au fond de l'océan. Ici, le fond de l'océan était à 4000 mètres de profondeur. Il y a un petit mont sous-marin qui s'est créé. Et au bout de 2-3 millions d'années, le mont sous-marin est devenu un volcan au-dessus de la surface de la mer. Il a percé la surface de la mer et après, il est monté de plus en plus haut, dû à ces éruptions successives. Et un de ces jours, on verra, dans quelques millions d'années peut-être, on verra une autre île se former à l'ouest ou au sud-est de la Réunion. L'art du vulcanologue tient du métier d'accoucheur. Il lui faut localiser la profondeur des poussées, suivre la montée du magma. Mais aussi étudier l'état des laves. Si elle est plus ou moins chargée en olivine, elle vient de plus ou moins profond. C'est un indice quant à la force avec laquelle pierres et laves jailliront. La dernière éruption là maintenant qui a eu lieu en janvier, pratiquement dès le début, dès la première semaine, il y avait des roches dans lesquelles il y avait des olivines, beaucoup d'olivines. Et ça, c'était une particularité de ces coulées et on pense que c'est peut-être une arrivée de magma plus profond. Parce qu'ils sont très riches en magnésium et ça peut être un indice que ce sont des coulées primitives. Et cette fois-ci, la dernière éruption, était vraiment très particulier parce que septembre, octobre, novembre, il y avait une sismicité phénoménale sur le piton de la fournaise. Après, ça s'est calmé un peu. À la fin de décembre, la sismicité a augmenté à nouveau. Et on avait jusqu'à 100-200 séismes dans la journée. Et ça, on n'a jamais vu depuis que l'observatoire existe. Le piton de la fournaise est de plus en plus actif. Peut-être même change-t-il actuellement de forme. Il gronde souvent, et pour les vulcanologues, la difficulté consiste à prévoir le moment où les choses deviennent graves. Le sismographe n'est pas un excellent allié, car le moindre vent ou un promeneur lui font faire des bonds. Or, il est inutile d'effrayer les autorités pour rien. La durée d'une saison éruptive est très variable, de quelques jours à plusieurs mois. La fournaise a ses caprices. Cette menace permanente a forgé l'identité culturelle des Réunionnais. Après un long silence, sur les ondes et dans les écoles, les mémoires se réveillent. Les conteurs rappellent aux nouvelles générations l'histoire de la grand-mère Cale, venue tout droit de la mythologie africaine, ou de Madame des Bassins, la revenante et son cortège d'esclaves hurlants. Daniel Honoré, l'auteur des Croyants, est un des grands conteurs de la Réunion. Il suit tout ce qui s'écrit sur le piton. Je citerai par exemple Boris Gamaleya qui a écrit Le volcan à l'envers, Sam Long par exemple qui vient de sortir un roman il y a quelques mois de ça qui s'appelle Danse sur un volcan. On ne peut pas comprendre l'imaginaire réunionnais si on laisse de côté tout ce qui tourne autour du volcan de la Fournaise. Le volcan, c'est d'abord la maison du diable. C'est ensuite la maison de Madame des Bassins et de tous les gros blancs qui, à l'époque, ont géré l'esclavage. Et c'est, en dernier lieu, la menace perpétuelle. Ça vous amène à imaginer des possibilités de lutter contre cette menace. L'imaginaire collectif va se forger des protections. Le mythe le plus solide reste celui de la Vierge au parasol. Il est né au XIXe siècle. En 1889, deux gros propriétaires, Jules Leroux et Madame Laborne, de la région de Bois-Blanc, possédaient des hectares de vanille. Un jour, le volcan s'est mis en éruption. Affolés, ils ont appelé leurs responsables de culture.
À ce moment-là, il y a un vieux gramoun assis sur le bord du chemin qui lui dit « Ouais, mais ça, ça fait le diable et bon, Dieu est plus fort. » C'est-à-dire, ça, le volcan, c'est l'affaire du diable, mais le Dieu est toujours plus fort. Et ça lui a donné une idée. Comme il ne pouvait pas faire un mur pour barrer la route au volcan, comme il ne pouvait pas creuser un fossé énorme, il a imaginé d'aller tout simplement à Saint-Denis, donc il s'est déplacé, pour prendre une vierge et pour la mettre là, justement, où le volcan menaçait de passer. Et dans sa tête, il y avait l'idée, ah, tu veux brûler mes plantations? Eh bien, tu vas voir, hein, tu passeras pas, puisque finalement, il y a la Vierge qui est là. Effectivement, le lendemain matin, le volcan est passé, n'a pas brûlé la Vierge, mais a brûlé toutes ses plantations. Et depuis ce temps-là, donc, les gens ont fait de cette Vierge une espèce de porteuse de miracle. Ils lui ont mis un parasol parce que, bon, il fait très chaud dans le Grand Brûlé. Et depuis cela, la Vierge au parasol est devenue presque un mythe dans notre culture. Piton-Sainte-Rose est ainsi devenu un haut lieu de pèlerinage. D'autant qu'au mois d'avril 1977, le miracle va se reproduire. Ce film est une des très rares archives des événements de 1977. Au cours des 50 années précédentes, il y avait eu en moyenne une éruption par an au sein de l'enclos sans provoquer d'inquiétude. Mais pour la première fois depuis 177 ans, en cette soirée du 13 avril, la coulée sort de l'enclos. Elle se déverse sur Piton-Sainte-Rose, détruit les bâtiments, surprend à la vitesse de 70 km/h les habitants endormis. Le village est touché, mais la Vierge, une nouvelle fois sauvée, et l'église aussi. Depuis, elle a été rebaptisée Notre-Dame-des-Laves. Il faudra malgré tout déblayer un peu l'intérieur de l'église et le dallage sera refait. En 1937, Alfred Lacroix, père de la vulcanologie française, avait vivement conseillé la construction d'un observatoire. Il avait prédit la menace. Déjà, il avait créé celui de la montagne Pelée à la Martinique, après l'éruption meurtrière de 1902. Aussitôt l'éruption d'avril, La Réunion réclame son observatoire. Sans station de sismologie, sans observatoire, nous ne pourrons pas vraiment sonder les entrailles de la fournaise, nous ne pourrons pas savoir ce qu'elle mijote, nous ne pourrons pas connaître ses futurs caprices. Cette dame est dangereuse, elle mérite d'être surveillée. Le Conseil général de la Réunion, qui en est convaincu, a voté un crédit de 20 millions de centimes le 27 avril 1977 pour la construction de cette station. Alors, quand le 5 janvier 2002, l'Observatoire déclare l'alerte 3, tout le monde prend l'avertissement au sérieux. À nouveau, la lave coule et déborde de l'enclos vers Sainte-Rose et Bois-Blanc. Quand elle arrive au pied de l'autel de la Vierge au parasol, la statue n'y est plus. Les habitants de Piton-Sainte-Rose ont pris une initiative. Quelqu'un va nous conduire vers la statue. C'est Alix Elma, fraîchement élu maire. Il avait dû gérer l'éruption de 1977 et ses conséquences. C'était le vendredi saint et les gens se préparaient à fêter Pâques. Il connaît la dévotion des habitants et la force de leur croyance en la Vierge au parasol. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le maire. Vous allez bien? L'ancien maire. Ancien maire. Ah, oui, c'est ça, merci. Nous sommes venus voir un petit peu la Vierge qui a été déplacée, là. Oui. Et prendre une photo avec elle. Ouais, là, merci. Oh, bien, je la reconnais bien, celle-là. Oh là là. Une belle statue, hein. C'était le lundi, j'avais été faire une marche jusque sur les laves du volcan et je suis rentré ici, j'ai mangé un petit peu et j'étais un peu fatigué quand même parce que c'est... Et je me suis couché, j'ai fait la sieste au-dessus, là.
Pendant la sieste, j'ai bien entendu un peu du bruit, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je me suis dit, c'est peut-être des oiseaux sur le toit. Enfin, je ne me suis pas levé, quoi. Puis, c'est seulement le soir, en voulant fermer la porte du garage, que j'ai vu la Vierge. Subrepticement, elle est rentrée dans la cure, subrepticement. Et j'ai entendu aussi à la radio l'autre jour, quelqu'un dire « Mais c'est malheureux de l'avoir tiré la Vierge, parce qu'il n'y aurait un miracle, la Vierge n'aurait pas pu permettre qu'elle soit brûlée. » Hélas. Personne ne saura qui a déplacé la Vierge ce jour-là. D'ailleurs, fallait-il la déplacer ou non? Les polémiques vont bon train. 2 jours après le début de l'éruption, et plus de 1000 mètres plus bas, la coulée, haute de 3 à 4 mètres et large d'une trentaine, franchit la chaussée en fin de matinée. Ils sont nombreux à guetter cet instant, à surveiller la rencontre avec l'autel, démuni, il est vrai, de sa Vierge. Inexorablement, la lave avance, se fraye un chemin, brûle les arbres et les brindilles. Alors que les gendarmes repoussent les curieux, les géologues poursuivent les prélèvements pour tenter d'évaluer l'état et la force de l'éruption. Voilà. Donc on essaye de reprendre un échantillon de plus et puis après on va rentrer. En se fondant sur les relevés scientifiques de 1977, ils essaient de faire un pronostic. Riche en olivine, on voit comme ça? Ouais. Cristaux d'olivine. Bon, ça n'a pas tellement évolué par rapport au prélèvement d'hier, hein, mais... Alors, les premières déductions? C'est toujours la même chose, assez riche en olivine, hein, comme l'éruption de 77, c'était pareil. La lave risque donc de couler encore quelques jours. Mais elle coupe désormais la route de l'est de l'île et on ne peut plus en faire le tour. Il y a une veille permanente à l'observatoire, de manière à surveiller les appareils, les sismographes et tout l'appareillage qui surveille le volcan en fait. Donc c'est ça la veille en fait, 24 heures sur 24, afin de nous informer et de nous alerter en cas de réplique d'un phénomène quelconque. Le sous-préfet de Saint-Benoît, Guy Mascret, a pris en main les opérations. Il coordonne les forces de sécurité depuis la préalerte d'octobre et l'ouverture des premières fissures en janvier. Nous étions en alerte 3 parce que la coulée qui a traversé ici la Vierge au parasol s'écoulait hors de l'enclos, allait se jeter dans l'océan. Mais là, la crainte que nous avions, c'était que les premières éruptions se sont passées dans le nord de l'enclos. La première a été ici, le 5 janvier. Le 11 janvier, on a eu une deuxième éruption ici. Donc on voit bien que la fissure a continué à se propager par là, comme ça, sur cet axe-là. Et évidemment, si cela continuait, vous voyez que le trajet de la fissure va vers Bois-Blanc et qu'on risquait d'avoir une éruption hors enclos dans cette zone ici. Ça n'était pas ma première éruption. Je suis arrivé sur le département en 2000. Le volcan était en éruption. Et depuis, c'est la première où la menace a été aussi forte. D'où la décision d'appliquer le plan Orsec. Le plan Orsec est décidé par le préfet en fonction de la situation de crise dans laquelle se trouve le département. Ce plan a pour but de permettre la mobilisation et la coordination de tous les moyens qui peuvent concourir à la gestion de la situation de crise. Oui, bonjour, Guy Mascret à l'appareil. Comment allez-vous? Globalement, tout va bien. Il y a deux petits points qui me gênent en ce qui concerne le barriérage. Alors, côté nord, il est parfait. Il y a les barrières espacées, les panneaux sont là. Visiblement, il y a entre une cinquantaine et une centaine de visiteurs, pas plus, donc c'est pas la grande foule. Ceci étant, on observe que les gens ont plutôt tendance à respecter le barriérage, même s'ils peuvent passer entre les barrières. Au plus fort du phénomène, mais il y avait vraiment un spectacle grandiose à observer, on a eu jusqu'à 4500 et 5000 personnes. À un moment donné, il est bien évident qu'on ne pouvait plus admettre d'avoir une telle affluence
Il a donc été nécessaire, indépendamment du plan Orsec, de faire reculer toute cette foule de manière à les faire sortir d'une zone que l'on pouvait apprécier comme dangereuse. Les décisions qui ont été prises, c'est tout d'abord, on a fermé l'enclos, ça se déverse dans la mer, ça a des implications importantes également pour la circulation maritime. Les gardes-côtes patrouillent alors pour surveiller les petits pêcheurs et d'éventuels curieux des profondeurs. Pendant ce temps, tout le monde attend l'affrontement entre la mer et la lave. Non, quand on a vu le débit hier dans la plaine des Osmondes, on n'attendait pas du tout que ça avance aussi vite. Parce que le débit était relativement faible. Hier encore, vers 4 h l'après-midi, la coulée était à plus que 2 km de la route nationale. Et bon, après, ça a accéléré. Apparemment, il y avait des laves quand même très fluides qui sont descendues, avec une vitesse étonnante. C'est la première fois que je vois ça et je suis éblouie, impressionnée. J'attends que ça coule dans la mer maintenant. Dans une atmosphère dantesque, les relents de soufre se mêlent au parfum des embruns océaniques. La confrontation a lieu. Spectacle fascinant. Mais cette fois, la situation devient sérieuse et dangereuse, notamment pour les 800 habitants de Bois-Blanc. Nous avons préparé les conditions d'une évacuation de la population de Bois-Blanc qui pouvait se trouver très rapidement placée sous la menace directe d'une éruption. Et comme nous observions une fluidité importante de la coulée, nous craignions de ne pas avoir les délais nécessaires à une évacuation dans de bonnes conditions de sécurité au cas où celle-ci se produise de nuit. Le préfet ordonne alors une évacuation préventive. Nous avons sillonné les rues et les sentiers du village de Bois-Blanc pour prévenir individuellement chacune des familles de la nécessité d'évacuer. Nous vous demandons d'évacuer le quartier en vous rendant vers les centres d'hébergement. Le maire Bruno Pajani parcourt le village en personne, mégaphone sur le toit de la voiture. Dans un premier temps, 150 personnes, les plus faibles et les plus démunies, sont emmenées. Ils seront hébergés dans un centre sous la responsabilité de la Croix-Rouge internationale. Une fois cette population évacuée, les habitants quittent calmement, par leurs propres moyens, leur lieu de vie. Les gens étaient à la fois calmes, lucides, et tout ceci s'est passé dans la plus grande sérénité, finalement. Malgré l'inquiétude et l'angoisse persistante, je puis vous assurer que pendant les 2 nuits où on a dû évacuer une partie de la population de Bois-Blanc, les autres familles n'ont pas beaucoup dormi. Certains partent avec leurs meubles, ou une petite valise. D'autres attendent le dernier moment, refusant d'abandonner tout derrière eux. Il y a ceux aussi qui craignent les pillards. En 1977, de nombreuses cases avaient été visitées. Enfin, quelques hommes refusent de partir et veillent. Pour Axel Carpin, éleveur, la situation était plus complexe. Depuis quelques jours, ces poules pressentant un danger s'agitaient de toutes parts. Quand je suis arrivé, la nuit, j'étais obligé d'éteindre la lumière parce que les poules, elles étaient agressives. Toutes me couraient après pour me becquer le pied. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer. Il y avait les chiens aussi. Ils ne voulaient plus sortir de la maison.
on observe ce phénomène-là des dizaines, des quinzaines de jours à l'avance, quoi. C'est par amour que le comptable Axel Carpin est arrivé à Sainte-Rose il y a 10 ans. Depuis, il s'est reconverti à l'agriculture. En regardant la nature, Alex détecte toujours les signes avant-coureurs d'une éruption. Ça y est, voilà un exemple. Les fourmis qui se cachent. Donc ça veut dire qu'il y a encore du mauvais temps à voir, de la pluie éventuellement. La lave ne menaçait pas encore, mais toutes les prévisions de l'observatoire laissaient penser qu'il allait y avoir une éruption hors enclos. Bon, c'est assez facile, je dirais, de prendre les affaires et de mettre dans la voiture et s'en aller rapidement. Mais quand on a 3500 poulets sur les bras, je veux dire, il fallait de toute façon anticiper. D'autant que l'enlèvement devait se faire de nuit afin d'éviter que les poules folles de terreur ne s'étouffent. Alex sait qu'il faut environ 3 heures pour mener à bien l'opération et surtout avoir la route libre. À 16 heures, il prend la décision d'évacuer, sans savoir s'il retrouvera ses installations. Partir, c'est une décision difficile à prendre. Quand en avril 1977, Alix était maire, il avait dû s'y résoudre. Jamais une telle opération ne s'était produite à La Réunion. Il se souvient de cette grande première, il y a 30 ans. Samedi matin, en me rendant à la mairie, je vois les gens debout aussi sur le Piton, là-bas, Piton Sainte-Rose. Et puis il me dit, ah ben le volcan descend sur Piton. Mais ce que je retiens, c'est surtout que la population ne s'est pas paniquée. Et puis ce que j'ai retenu aussi, c'est la solidarité de toute la Réunion vers Sainte-Rose. Donc certains sont allés chez leurs parents et d'autres ont utilisé les tracteurs, les moyens de transport qu'ils avaient à disposition, les voitures personnelles et puis les camions de l'armée. Quand il regarde les photos de l'époque, il revit les moments difficiles où l'on doit écarter les gens de chez eux, les séparer de leur petite fortune. Voilà, ça ce sont les coulées là, qui descendent. On a vu ça vers les 7h, comme ça, 7h30. Ici, c'est l'ancienne gendarmerie, là, vous voyez là, la gendarmerie, qui a été aussi envahie là. Chaque fois qu'il y a coulé, si je vais la voir, je revois immédiatement les maisons qui sont brûlées, l'église, la gendarmerie, le poste de station-service, toutes les petites maisons coquettes et gentilles, toutes les cultures, je vois tout ça. Ça vous fait vraiment un pincement au cœur de voir tant de labeur, tant de travail, tant de sacrifices partir en fumée en 1 seconde, 2 secondes. Gagner du terrain de cette manière-là, c'est pas drôle. Hein? Gagner du terrain d'un côté et perdre de l'autre les bonnes terres agricoles et les belles maisons, tout cela, c'est pas facile. Hein? Ouais. Heureusement que cette décision fut prise. Les archives témoignent des dégâts. Il n'y eut qu'un mort par accident, mais 33 cases détruites, 290 hectares de terres agricoles recouverts de lave. Les actualités révèlent l'inquiétude ambiante. Alix Elma, maire et conseiller général de Piton-Sainte-Rose, pense que la base de la coulée de lave est encore chaude et qu'il faudra patienter de 15 à 16 mois pour que la portion de la RN2 endommagée soit refaite totalement. Le crédit nécessaire est déjà prévu pour cela. Cette réfection s'impose, d'autant que les 400 mètres de route submergés de lave sont régulièrement noyés et coupés à la circulation en période de grosses pluies, la ravine La Croix étant toujours bouchée, ce qui provoque des nuages de vapeur d'eau. On a affaire à une lave toujours vivante. Il y a des familles qui ont quitté Piton-Sainte-Rose? Oui. Beaucoup? Ah ben, plusieurs familles, oui, étaient quittées. Toutes mes voisines en allant jusqu'à le circuit là, parce qu'il y avait une boutique là. Toute la famille était à Saint-Benoît. Et notre dame aussi, plus bas à Saint-Benoît. Certainement, il y a certaines personnes qui sont prises par la panique et qui ont quitté Piton-Sainte-Rose. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont revenus. Je ne pense pas que cette coulée volcanique a produit un effet fâché sur le nombre de la population de Sainte-Rose. La vie a repris normalement. La vie a repris normalement, les gens vont à leurs occupations, les travaux se reprennent normalement aussi. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Sainte-Rose reprend la vie normale. Ils reviennent.
Non qu'ils soient des héros, mais ils ont choisi de vivre là, malgré le volcan. Ils restent. Ce n'est pas le côté où les gens se sentent forts et peuvent braver la nature, pas du tout. C'est simplement qu'on est habitué dans le sens où souvent on entend gronder, on entend exploser, il y a des coulées qui n'arrivent pas forcément sur la route nationale qui la traverse, donc ça ne fait pas grand bruit auprès de tout le monde. Et puis je veux dire, il y a une chose aussi, une réalité, c'est qu'on est conscient qu'on est au bord de l'enclos, qu'on est dans une zone volcanique. Le volcan il peut passer et comme il ne peut jamais passer, et puis je veux dire, on en est là, quoi. Donc ce que vous voyez là, c'est ce qui est resté, donc, puisque bon, un camion n'a pas pu tout ramener. Quand on retrouve ces installations, que tout va bien, il reste alors le souvenir du spectacle. Quand on a enlevé les poulets, lumière éteinte, on était éclairé par la rougeur du volcan. Parce que j'ai dit de là, c'était juste derrière, donc tout était éclairé, je dirais magnifiquement, mais bon. Alors là, une image qui m'a vraiment frappé, c'est l'entrée dans la mer. Deux forces de la nature s'affrontent. Donc il y a la mer qui fait marche arrière parce que le volcan pousse. Et puis dès qu'il s'est arrêté, on a l'impression que c'est un peu l'inverse, quoi. La mer reprend un petit peu le dessus en frappant, donc c'est merveilleux. C'est un des plus beaux spectacles que la nature puisse offrir aux gens. Par exemple, si on se met au sommet de l'enclos, on peut très bien regarder un spectacle inoubliable. Ça attire énormément de gens, d'autant plus que ça n'est pas extrêmement dangereux. Pour nous, le volcan, on n'avait pas peur du volcan. D'abord parce qu'il n'y avait pas de station d'observation de volcanologie. Donc les gens ne connaissaient pas s'il y aurait eu une coulée demain ou après-demain. Il n'y avait pas de radio, donc il n'y avait pas de télévision, on ne pouvait rien voir. Et quand ça a éclaté et qu'on voyait la rougeur là-bas, on disait bien le volcan a éclaté. Et puis bon, les gens allaient voir le soir, soit sur le bord de la rampe, soit en bas sur le grand brûlé, on voyait ça couler. Et pour nous étions persuadés, nous autres, moi je vous dis, moi à 83 ans, là 83 ans et demi, eh bien pour moi je pensais jusqu'en 1977, moi je pensais, dû à confère, que le passage du volcan c'était l'enclos. Or, depuis 10 ans, la fournaise est en son air, grignote sur les terres environnantes et sur la mer. Les éruptions se rapprochent des zones habitées. Les autorités doivent davantage prévoir et surtout interdire l'accès à certains lieux. Embouteillage et grogne garantie. Vous savez, historiquement et culturellement, je serais tenté de dire, lorsque j'évoque ce problème du volcan avec mes amis réunionnais, certains me disent, il y a 30 ans, il n'y avait pas toutes ces mesures.
Et puis, on arrivait au pied du volcan, on était 2000 avec quelques centaines de voitures. Aujourd'hui, le spectacle du volcan, c'est 20 000, 30 000, 50 000 personnes qui viennent en quelques jours. Lorsque, le soir de la première éruption, lorsqu'on avait au fond d'une route encaissée, bloquée par la coulée qui arrivait 5000 personnes, ça pose un véritable problème de gestion de population et de gestion de la sécurité. Lors de l'éruption de 1986, sous la huée du public et des médias, le préfet barre la route en aval. Des émeutes éclatent, alors que le journal de La Réunion titre « Le volcan confisqué ». Dix jours plus tard, le préfet rétablira le droit d'accès aux télévisions du monde entier qui viennent filmer la merveille. La lave coulera durant 6 mois. Il y a menace et puis en même temps, c'était comme si le volcan taquinait, excitait la curiosité des gens. Et donc, certaines personnes ont l'impression qu'aller au volcan, même quand ça coule, et à la dernière coulée, là, on a vu des gens aller très près des laves. Et en bord de mer, par exemple, vraiment, il y en a qui se sont mis en danger. Mais c'est comme ça, on a l'impression que c'est notre volcan, il est à nous, il ne peut pas nous faire du mal. Donc on va le voir, on va lui rendre visite et on va s'extasier devant toute sa beauté, quoi. Le volcan reste une fête. C'est avant tout ressenti comme le moment où on va en famille, avec des amis, aller voir le spectacle. Une des caractéristiques du touriste réunionnais qui va voir le volcan est de récupérer un bout de lave et d'en faire un cendrier en creusant cette lave qui est encore chaude et de la laisser se refroidir pour faire un cendrier, ramener un cendrier à la maison. Je crois que ça, c'est un grand moment pour le Réunionnais. Le docteur Carto est toujours un des premiers sur le lieu de l'éruption. Il aime en immortaliser les images. J'avais des amis qui, malheureusement, nous ont quittés. C'est Maurice et Katia Kraft, qui sont vraiment à l'origine de beaucoup de passion chez beaucoup d'entre nous. Ils nous ont permis de nous regrouper au sein d'une association de passionnés. Il n'y a pas que moi qui m'intéresse au volcan, on est tout un groupe. Vous êtes équipé comme un professionnel, là ? Je ne suis pas du tout professionnel. Professionnel, fait son métier de l'image. Moi, c'est vraiment la passion. J'aime l'image, mais je n'en vis pas. Et je veux pas, justement, je veux continuer à avoir cette passion et être un amateur. En général, je fais des films qui durent entre 5 et 13 minutes. J'aime pas les longs métrages. Je pense que l'événement est suffisamment important. Il faut qu'il choque, il faut qu'on ait une impression immédiate. Et il ne faut pas qu'elle soit cassée par la répétition des choses. C'est pour ça que vraiment j'aime bien les éléments déchaînés, mais brefs. Là, ce sont des bulles qui arrivent en surface. Alors, on a l'impression de lave avec des densités différentes. Alors, là, c'est une cascade. Et on voit les vagues à la fin de la cascade. On était sur une espèce de plage avec une petite mare de lave au pied. Il y a un côté mystérieux de l'éruption qui est en train de disparaître parce que maintenant, avec les possibilités d'accès au volcan, avec les hélicoptères, il y a une éruption en début d'après-midi. Le soir, aux actualités, nous avons les images réelles du volcan. Il n'y a plus ce mystère qu'il y avait autrefois.
Autrefois, on voyait des rougeurs dans le ciel, on savait que le volcan s'était réveillé et on ne savait même pas où. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Il y avait ce mystère du volcan. Les éruptions de la fournaise, ce ne sont pas seulement des destructions. Chacune d'entre elles contribue à la construction de l'île. Si les vulcanologues prédisent l'émergence un jour d'un autre cratère venu du fond des mers, pour l'instant, la corolle de lave s'étend. En 1977, 100 millions de mètres cubes de lave se sont déversés, modifiant à jamais le paysage alentour. En 1986, la lave a gagné 120 mètres sur la mer, que la mer a regrignoté depuis, car les roches sont très friables. Le 5 janvier 2002, 250 mètres de terre noire semblent à nouveau s'ancrer solidement dans le bleu des vagues. Mais les coulées de lave balavent aussi de noir la verdure et détruisent la forêt naturelle. Derrière une éruption, il faudra 300 ans pour que les bois mélangés, que l'on nomme ici les bois de couleur, se reconstituent. La Réunion s'est formée de 2 volcans successifs, le Piton des Neiges et la Fournaise. Le premier a émergé il y a 3 millions d'années, le second il y a 500 000 ans. Le premier s'est éteint il y a 20 000 ans, et sur les coulées anciennes, comme sur la dalle du Maïdo, le Grand Brûlé en malgache, la végétation a depuis longtemps repris ses droits. D'abord, une végétation d'altitude. Les mousses blanches et les branles, sortes de bruyères, sont apparues les premières. Entre 900 et 1800 mètres, il y a déjà plus d'humidité et des espèces pionnières se sont installées. La forêt, peu à peu, retrouve sa flore complexe. Sur les zones basses, la recolonisation est plus rapide. Plus d'humidité, mais aussi plus de graines qui arrivent par les vents ou par la mer. La végétation naturelle de ces zones est difficile à identifier, car l'homme reprend très vite la main. Aux espèces de l'île viennent s'ajouter toutes celles des voyages, des hommes ou des oiseaux. Alors, voilà une coulée qui est récente, elle a 3 ans, et on voit déjà des signes de recolonisation de la végétation. Alors, c'est assez extraordinaire parce que cette roche est en fait constituée de sels minéraux, et avec toute l'humidité ambiante, avec le soleil également, le vent qui amène des pollens ou des graines, on a une recolonisation de la coulée excessivement rapide, et on peut imaginer qu'en quelques années, eh bien, on aura des fils à eau qui vont couvrir cette zone et il n'y aura plus de traces de la coulée, elle va disparaître complètement. Il y a des espèces qu'on trouve un petit peu plus haut, qui sont des osmondes, d'où le nom de la plaine des osmondes. Ce sont des végétaux qui sont de la famille des fougères, hein, qui ont 1 mètre environ de hauteur, et qui vivent que dans cette région, on n'en a pas ailleurs en Guinée. Chaque fois que je vois ces volcans qui crachent, c'est un petit peu la question de l'origine de l'homme qui se repose à moi. Nous sommes sur Terre peut-être grâce aux volcans.
Peut-être que les volcans ont peut-être créé l'eau qui est partie ensuite dans l'atmosphère, et puis peut-être que les océans se sont créés par la suite, et puis la vie est apparue. C'est quand même fascinant parce que c'est mystérieux, c'est une force de la nature terrible, c'est quelque chose qu'on ne domine pas. Ça peut être destructeur, mais ça peut être aussi quelque chose qui amène la richesse. Donc c'est quelque chose de fantastique.